Bonjour à tous et bienvenue au Campus Amérique, donc un campus qui mêle à la fois Amérique du Nord et Amérique latine pour toute une journée d'ateliers sectoriels et géographiques. Donc on va enchaîner par notre premier atelier qui est sur la thématique les milliards des Bidenomics, quelles opportunités pour les pépites tech et pour les pépites fab et les tech françaises. Donc on se trouve en présence de 3 interlocuteurs qui connaissent parfaitement le marché, à commencer par Frédéric Rossi, donc, qui est directeur Amérique du Nord de Business France. On a également Monsieur Renaud Heitz, cofondateur et directeur technologie d'Exotech. Et enfin, pour terminer, Jean-Baptiste Yvon, vice-président de EFI Automotive. Donc 3 profils distincts, mais 3 profils qui connaissent parfaitement la thématique et les marchés. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Frédéric Rossi pour nous exposer les opportunités en Amérique du Nord. Oui, bonjour à tous, très heureux d'être ici. Alors ce qu'on s'est dit pour ce premier atelier, c'est que j'allais faire un petit peu de théorie et puis ensuite on a 2 praticiens qui sont sur le marché nord-américain et qui essayent de bénéficier de tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et qui est absolument fondamental, à la fois pour les États-Unis mais très certainement pour l'Europe et pour l'économie mondiale. Alors quand on parle de Bidenomics, pour cadrer un petit peu le sujet, vous nous entendez pas? Là c'est mieux? Il y a beaucoup de bruit à côté, hein. Je ne peux pas lutter contre le bang, mais bon, on va y arriver. Donc, quand on parle de Bidenomics, attendez, hop, il y a un truc qui ne s'affiche pas. Ah oui, on voit très mal. Mais bon, c'est très clairement la plus grande transformation de l'économie américaine qu'on ait eue depuis la Deuxième Guerre mondiale, en gros. C'est un mouvement absolument fondamental parce qu'il adresse au minimum 5 agendas, qui sont des agendas à la fois globaux, politiques, de politique bilatérale et de politique globale, et aussi de politique intérieure. Premier agenda, évidemment, le climat. C'est la première fois que les États-Unis essayent de rattraper leur retard dans le domaine de la transition climatique, et c'est clairement la manière dont Biden s'affirme vis-à-vis des républicains. Le deuxième sujet, c'est la diplomatie bilatérale, États-Unis versus Chine. États-Unis plutôt en retard par rapport à la Chine sur certaines technologies, où le sentiment de commencer à décrocher et donc le besoin de mettre des milliards sur la table pour essayer de rattraper ce retard. Et aujourd'hui, toute l'administration américaine est orientée dans cette opposition Chine-États-Unis. Troisième sujet, la politique industrielle. Vous avez là l'usine de Tesla à Austin, au Texas, qui est absolument superbe. J'ai eu le plaisir de la visiter. L'idée, c'est véritablement de revenir, de réindustrialiser le pays. Et ce que Trump avait promis, Biden, finalement, le fait de manière très concrète, à coups de milliards. Et vous avez ici une carte qui date d'il y a déjà quelques mois, de mai dernier, et qui montre l'ensemble des projets de réindustrialisation qui sont assez massifs. Alors là, il n'y a que les projets de plus de 100 millions de dollars à peu près qui ont été lancés depuis le début du lancement de ce qu'on a appelé les Bidenomics, et je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est. Quatrième aspect, c'est un aspect finalement de politique intérieure, républicain versus démocrate. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des projets qui sont financés sur les différents grands plans d'investissement et particulièrement sur l'IRA sont plutôt dans des États républicains que dans des États démocrates. Ce qui crée de toute manière un effet de cliquet sur le fait qu'on ne reviendra pas en arrière. Et ensuite, c'est aussi un coup politique des démocrates vis-à-vis des républicains pour se dire on va peut-être garder, grâce à ces plans, de notre côté, certains swing states ou des États républicains qui pourraient basculer côté démocrate. En pratique, aujourd'hui, vu la tournure de la campagne présidentielle américaine, ça ne fonctionne pas. Biden et les démocrates communiquent en permanence sur ce sujet-là, de la réindustrialisation du pays. Ils vont dans les terrains les plus républicains, ils vont voir l'école bleue, etc. Mais pour l'instant, ça ne fait pas pencher significativement la balance sur tous les pronostics électoraux. Donc on attend avec angoisse la suite de la campagne et les résultats finaux. Dernier point, c'est le sujet évidemment technologique vis-à-vis de la Chine, mais technologique vis-à-vis du monde entier au niveau global. Vis-à-vis de la Chine, c'est sur des technologies comme les semi-conducteurs, etc. Vis-à-vis du reste du monde, c'est sur la voiture électrique, vis-à-vis de la Chine aussi, ou sur la transition énergétique. Alors concrètement, je suis désolé, je n'avais pas anticipé qu'on ne verrait pas très bien les chiffres en blanc, mais très concrètement, c'est donc des dizaines de milliers de projets, donc ça fonctionne selon des appels à projets, qui sont financés par 3 grandes lois
gouvernementale, fédérale. L'Inflation Reduction Act qui a été la plus célèbre parce que, évidemment, elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a un certain nombre de dispositions de la loi qui sont anti-OMC ou qui ne sont pas compatibles avec les règles de l'OMC. Mais l'implémentation continue et elle ne va pas s'arrêter. Donc c'est plus de 400 milliards de dollars sur les thématiques climat spécifiquement, énergie renouvelable, technologie carbone et puis également voitures électriques. La loi infrastructure qui au départ devait faire 3 000 milliards mais qui finalement atterrit à 1 200 milliards, ce qui est quand même assez considérable et qui vise plutôt à une remise à niveau globale de l'ensemble des infrastructures américaines. Et puis le Chips and Science Act qui est l'équivalent de notre Chips Act européen pour freiner l'érosion en matière de production de semi-conducteurs aux États-Unis et relancer une production massive. Les États-Unis, c'était 40% de la production des semi-conducteurs mondiaux il y a 30 ans. C'est 12% aujourd'hui. Ils veulent remonter à 40%. Ah là là, je suis désolé. Donc bon, là, c'est l'ensemble des secteurs qui sont porteurs à travers et qui sont adressés à travers l'ensemble de ces financements massifs. Donc énormément dans l'énergie. L'objectif d'être en 2035 à environ à quasiment 100% d'énergie renouvelable. Et une économie net zéro à l'horizon 2050. Les transports, pour citer qu'un chiffre, c'est 500 000 bornes de recharge de véhicules électriques selon les normes américaines qui viennent de sortir. Et on pourra en parler peut-être avec vous, monsieur. Smart and Green Buildings, là aussi, beaucoup d'investissements sur, au moins dans un premier temps, une trentaine d'États prioritaires. Et puis en matière d'environnement, beaucoup d'argent dans l'eau notamment, 50 milliards sur le plan infrastructure, plus 35 milliards sur le Clean Water Act, qui est un acte, une loi qui vient compléter les lois générales fédérales sur les infrastructures. Alors, le problème, c'est comment on profite de l'ensemble de ces financements et de l'ensemble de cette transformation de l'économie. Alors, premièrement, pour des sociétés américaines, mais aussi pour des sociétés européennes et donc françaises, ce moment historique, c'est finalement une opportunité unique de rentrer sur le marché américain. Mais en même temps, c'est très difficile d'y rentrer parce qu'il y a le Buy American Act, le Buy America Act et des exigences qu'on n'a jamais vues nulle part dans le monde en matière de local content ou d'éléments fabriqués localement qui sont intégrés dans l'ensemble des projets. Donc pour le coup, c'est à la fois une opportunité unique parce qu'il y a énormément de masse potentielle de marchés et de contrats. Et en même temps, il y a aussi la possibilité, très certainement, de bénéficier d'énormément d'aides, tax incentive, aide à la production, aide à la vente pour certains types de produits, qui ne repasseront pas ensuite au cours des dizaines d'années futures. Donc ça, c'est le côté opportunité. Le côté difficulté, c'est que il y a finalement assez peu d'éléments qui peuvent être exportés directement depuis la France. On peut obtenir des exemptions dans certaines catégories de produits. Notamment, on est en train d'essayer d'obtenir avec l'Union européenne des exemptions sur certains composants qui rentrent dans la construction des réseaux télécoms, 4G, 5G, etc. Mais c'est minime et du coup, une présence locale, c'est pour ça que les deux intervenants sont ici, va être très naturellement nécessaire. Et finalement, c'est tant mieux parce que si on ne peut pas adresser le marché nord-américain de manière sérieuse sur ce type de contrat si on n'a pas une présence physique locale, commerciale dans un premier temps et industrielle ensuite très vite. Nous, ce qu'on note, c'est que, parce qu'on fait les deux métiers, on essaye d'attirer aussi les investissements américains en France, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de toutes ces mesures et de l'IRA parce qu'aujourd'hui, on n'a pas moins d'investissements américains en Europe qu'avant l'IRA. C'est-à-dire que pour un investisseur américain, ce n'est pas les États-Unis ou l'Europe, c'est les États-Unis et l'Europe. C'est juste beaucoup moins en Asie et dans d'autres parties du monde finalement. Et les arbitrages, ils se font de cette manière-là. Donc il faut que nous aussi, on soit agressifs et qu'on le fasse de cette manière. La difficulté que vous allez avoir, c'est que personne n'y comprend rien dans la manière dont les projets sont lancés entre les échelons fédéraux, les différentes agences gouvernementales et les échelons locaux, state, etc. Donc il faut être bien entouré, il faut avoir des conseils ou s'adosser à des gros porteurs de projets. Il y en a des Français, notamment dans les énergies renouvelables, qui vont eux-mêmes avoir des lobbyistes à Washington et vous aider à décrypter l'ensemble de l'écosystème et à rentrer sur les différents projets.
et on peut vous aider pour ça. Et puis le troisième point qui est aujourd'hui un frein à la mise en place de l'ensemble de ces projets. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de l'ensemble de ces montants parce qu'à l'échelle européenne, finalement, si on additionne toutes les aides des différents États européens plus l'aide européenne, on est à peu près équivalent à l'ensemble de ces mesures-là. Et or, les États-Unis avaient un retard à rattraper dans certains secteurs. Et bien finalement, ils ont quand même des difficultés d'implémentation. Vous avez vu la carte, il y a des projets partout. C'est des projets à plusieurs milliards de dollars à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a un gros problème de main-d'œuvre, il y a un gros problème de pénurie de supply chain, etc. Et beaucoup de projets, finalement, ne seront pas complètement livrés en temps et en heure. Donc, il faut se précipiter, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On a encore un peu de temps pour profiter de l'ensemble de ces dispositifs. Voilà, alors ça, on vous passera toutes les slides. Donc là, c'est quelques slides sur les opportunités du marché clean tech aux États-Unis tel qu'on le voit aujourd'hui, avec les hubs principaux. Hein, c'est toujours la Californie, le nord-est avec Boston et le Massachusetts qui est vraiment en lead sur la partie clean tech. Et puis le Texas avec une transformation du secteur oil and gas qui est quand même, malgré ce qu'on dit, assez intéressante et assez profonde en ce moment. Le marché canadien à pas négligé parce que c'est un marché finalement périphérique qui vous permet d'adresser assez facilement le marché US ensuite, surtout si vous êtes basé en Ontario. On a trop de boîtes au Québec, françaises, pas assez en Ontario. Donc je vous invite aussi à regarder les opportunités dans cet État qui représente à lui seul 30% du PIB canadien et beaucoup de projets. Et qui en ce moment est en train de faire renaître toute une industrie nucléaire notamment, qui est en train de développer plusieurs hubs dans l'hydrogène, etc., etc. En termes de présence française, il n'y a pas que des grands groupes, même si Engie, EDF, Total Energy, je ne les ai pas mis là, mais j'aurais dû, sont sur énormément de projets aujourd'hui, notamment en énergie renouvelable, solaire, éolien, offshore éolien, Waga sur la partie biomasse, beaucoup en qualité de l'air également, Ecomesure, Elona par exemple, Pelink sur la partie traitement des déchets également. Pour vous aider dans tout ça, Business France Amérique du Nord, on a une équipe d'une centaine de personnes sur l'ensemble de la zone, 6 bureaux aux US, 2 au Canada, des programmes d'accélération en partenariat avec BPI France ou au titre du programme France Export et de la team France Export. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Notre métier, c'est de vous faciliter l'accès au marché, roadmap to market, le business développement initial pour vous faire rencontrer les gens avec qui vous allez faire du business aux États-Unis, et puis de plus en plus, vous faciliter l'implantation et la mise en œuvre des opérations locales. Moi, j'estime, même si c'est très difficile, on n'a pas de données chiffrées claires, mais je pense qu'on a depuis 2 ans une très forte hausse des implantations physiques et notamment industrielles de boîtes françaises aux États-Unis. On doit, à mon avis, on a dû multiplier par 3 à peu près, et on doit être à environ une centaine de sociétés par an qui maintenant s'implantent, soit en direct, soit avec une croissance externe sur les États-Unis. Les valorisations sont encore assez élevées, notamment à cause de l'ensemble de ces projets. Mais globalement, rentrer avec une petite croissance externe, c'est quand même très intéressant sur le marché, sur un marché comme les États-Unis. C'est le bon moment et donc on vous aide aussi à faire ça et à faire le screening, le scouting pour trouver les bonnes sociétés. Voilà, je voulais donc maintenant passer la parole à Renaud de la société Exotech. Vous connaissez tous Exotech, licorne française, implantée à Atlanta depuis maintenant quelques mois et qui commence à avoir beaucoup de projets sur le marché nord-américain. Vous allez nous expliquer comment. Eh ben, bonjour, donc Renaud Hetz, effectivement, cofondateur de Exotech. Alors, j'ai commencé par mettre une image parce qu'on fait des choses qui sont assez visuelles et c'est toujours plus facile de l'expliquer avec une image. Donc, on fait des flottes de robots 3D. Là, vous voyez des petits robots qui sont capables d'évoluer en 3 dimensions et qui vont aller chercher les bacs, les ramener au poste de travail opérateur ou sur des postes automatisés pour préparer des commandes. Donc, on aide à la fin les logisticiens dans la pharma, dans le retail, dans le grocery, dans le e-commerce à préparer des commandes avec 2 grands avantages. 1, la densité. Vous avez besoin de moins de mètres carrés pour stocker vos articles. 2, la rapidité. Grâce au robot, vous allez plus vite à les préparer. D'accord ? On existe depuis 8 ans. On fait maintenant 800 personnes. 800 personnes, donc notre cœur est quand même en France. Toute notre activité industrielle est basée à Lille. Mais on exporte dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Donc, on a fait maintenant 6000 robots. On est dans 10 pays, 800 personnes. J'ai donné les grands chiffres. Et on a eu l'honneur, depuis l'année dernière, d'être première licorne industrielle de France grâce à notre croissance. On a choisi assez rapidement parce que quand on investit fort dans de la deep tech, dans de l'industrie, il faut que cet investissement, on le rentabilise sur les marchés les plus forts au niveau mondial.
Donc mon deuxième cofondateur, qui s'appelle Romain, est parti depuis 1 an à Atlanta pour développer le marché des États-Unis. Et on va en parler un petit peu. Pour nous, c'est une opportunité qui est énorme en termes de business. Donc, on a atterri à Atlanta. Donc la question, c'est pourquoi Atlanta? Alors déjà parce qu'il y a la BPI qui est là-bas, mais pas seulement. Il y a plusieurs raisons et on pourra revenir un petit peu dessus, mais c'est un endroit qui est super stratégique aux États-Unis en termes de supply chain. C'est un cœur de supply au niveau industriel comme au niveau humain. Donc vous avez un des aéroports les mieux connectés au reste des États, au reste des villes. Et en termes d'industrie, en termes de supply, c'est là que la plupart des choses arrivent, vont être redispatchées sur les États-Unis. C'est aussi un endroit qui va être intermédiaire où quand vous arrivez aux États-Unis, on en parlera un peu après sur les challenges, il faut faire attention aux coûts de la vie, au coût des salaires. Si vous allez à Boston, si vous allez en Californie, vous aurez des coûts par rapport à la France, par rapport à l'Europe, qui peuvent être de l'ordre de x4. Si vous allez à Atlanta, vous êtes dans quelque chose qui est plus pragmatique, plus simple, plus proche du terrain, où vous aurez des coûts qui seront plus similaires à ce qu'on peut avoir en Europe. C'est aussi un endroit où on peut recruter malgré tout, donc on n'est pas non plus dans un endroit paumé. On a par exemple Georgia Tech, qui est une des universités majeures en termes de science et de engineering, sur lequel on est capable de recruter tous les métiers, allant de la supply, de métiers très opérationnels, jusqu'à des métiers tech, bien évidemment. Alors là, j'ai mis quelques idées clés et dans les questions, on pourra revenir sur certaines si vous voulez, sur se lancer aux États-Unis. Donc nous, on est parti, on était en Europe et à un moment, on s'est dit, on veut essayer d'aller aux États-Unis. Et ce que je retiens qui est très vrai, c'est qu'on ne peut pas le faire à moitié. C'est-à-dire, on ne va pas juste envoyer un commercial et attendre de voir ce qui se passe parce que c'est facile, il ne se passera rien. D'accord ? Pour y aller, il faut y aller avec un côté où on met de l'énergie. Il faut y aller physiquement, donc qu'il y ait des gens de la maison mère qui y aillent. Et il faut y aller aussi avec des personnes locales. Il va falloir les deux choses en même temps. Ce qui va se cacher un petit peu derrière le Think Global, Act Local. Donc il va falloir le mettre dans une stratégie de votre entreprise qui soit une stratégie, je dirais, uniformisée. Notamment, c'est important malgré tout de garder des standards et de ne pas faire n'importe quoi. Mais il va falloir le faire en l'activant localement. En l'activant localement, ça veut dire y aller et ça veut dire recruter des équipes qui sont là-bas. La deuxième chose qui est importante, c'est ne pas minimiser la différence entre les marchés US et les marchés européens. Ne pas minimiser aussi les différences de mindset dans la façon de faire du business. On a l'impression, parce qu'on regarde les mêmes films qui viennent d'Hollywood, qu'on va travailler de la même façon. Globalement, c'est faux. Les Américains vont avoir des façons de consommer, des façons de travailler, des façons de faire des contrats qui vont être différentes. Et typiquement, sur du product management, sur du business development, il va falloir que vous ayez des gens sur place, des gens qui viennent de là-bas, des gens qui aient cette culture pour apprendre comment est-ce qu'on travaille dans ce genre d'endroit. L'autre point qui va être important, c'est, et ça va avec ce côté un petit peu fierté, réindustrialisation, les US veulent travailler avec des gens qui sont aux US. Il y a un gros côté confiance, il y a, je dirais, la force du regard, les yeux dans les yeux, de la poignée de main, qui est super importante. Et vous y arriverez si vous êtes présent et si vous montrez que vous y êtes sur le long terme. Donc si vous avez des sortes de bureaux temporaires, etc., ça ne va pas marcher. Il faut que vous ayez vos bureaux, il faut que vous ayez votre nom écrit sur vos bureaux, il faut que vous ayez votre CEO, il faut que vous ayez les personnes de votre COMEX qui soient là-bas pour montrer que vous y êtes et que vous y êtes sur le long terme. La deuxième chose qui va être importante, ça va être la visibilité. Ça, je dirais que c'est un petit peu la même chose que ce qui est nécessaire en Europe, mais il va falloir la reconstruire en partant de zéro. Exotech, on a progressivement bâti notre image, une image de tech, une image d'industrie, une image de service sur nos clients. Et c'est quelque chose maintenant en Europe dont on bénéficie au moins dans l'écosystème logistique. Quand on arrive aux États-Unis, forcément, on n'est personne. Et il va falloir, on ne peut pas faire des contrats si les gens n'ont pas d'abord entendu parler d'Exotech et se disent oui, c'est une entreprise qui est présente aux États-Unis. Donc il y a un gros travail à investir de employer branding, de marketing, etc. pour faire savoir que vous êtes là, faire savoir à nouveau que vous y êtes et pour de bon. Ça peut se faire de plusieurs façons, donc le marketing c'en est une. Une autre façon dont vous avez parlé, Monsieur Rossi, c'est aussi les partenariats. Donc soit par des merge and acquisition, soit juste par des partenariats de distribution, partenariats fournisseurs. Donc s'associer avec des entreprises locales qui vont déjà avoir cette image et qui vont permettre de faire grandir. Nous par exemple, quand on est arrivé, et notamment avec l'aide de BPI, on avait fait un screening pour trouver des intégrateurs et on travaille maintenant depuis 2 ans avec un intégrateur qui s'appelle Hightech, qui est un distributeur logistique qui nous a permis d'avoir très rapidement cette identité américaine. Dans les petites choses, j'en ai parlé, anticiper la différence de coûts, donc faire les mêmes opérations, faire le même business aux US, il n'y aura pas les mêmes coûts qu'en Europe. Parfois, on peut être surpris. Le prix de la main-d'œuvre sur vraiment des gens qui font des opérations de base peut être moins cher. À l'inverse, quand on va prendre certains types de profils, des profils tech, ou je dirais qui forment peu de gens vraiment dans la tech,
Donc du coup, les salaires s'envolent. Donc il faut réussir à choisir quelles opérations vous mettez là-bas, quelle stratégie, quel genre de personnes vous recrutez, où est-ce que vous vous installez. Et ça, il va falloir l'anticiper dans les budgets parce que l'impact peut être assez fort. D'accord ? Le dernier point pour nous qui est complètement important, ça a été le mouvement de Romain, donc Romain qui est notre CEO, de se déplacer sur place. Donc ça a été pas mal en discussion avec nos investisseurs. On a notamment Goldman Sachs qui est très implanté aux États-Unis, qui fait partie de nos investisseurs, qui nous a dit si vous voulez grandir là-bas, il faut que vous y soyez et il faut que le CEO y soit. Donc ça n'empêche pas d'avoir, je dirais, notre centre de gravité, notre cœur qui reste en France, qui reste à Lille. Mais pour développer le business, à un moment, il faut y aller, il faut convaincre en direct. Et ça, je pense que c'est vraiment une leçon qu'on retient, où ça a été vraiment un facteur d'accélération. Accélération pour les premiers contrats, mais surtout pour ce qu'on va appeler aux États-Unis les rollouts, c'est-à-dire réussir à passer au niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau du C-level, pour passer d'un projet à un programme de déploiement et à du business qui se répète avec une vraie confiance entre les entreprises. Voilà. Et le dernier point qui est également important, c'est quand vous arrivez, il y a des acteurs qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France, qui peuvent vous aider à nouer les bons contacts, à avoir les bons réflexes, donc à ne pas minimiser pour réussir à créer un réseau quand vous arrivez. La Chambre de commerce, Business France, French Tech, French Founders, etc. Et notamment à Atlanta, il y a énormément de ces organismes, il y a une communauté française qui est assez vivante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que celui-ci fonctionne pas. Merci beaucoup. Donc ce qu'on retient, c'est vrai, c'est l'importance d'être accompagné, d'être présent aux États-Unis et sur zone lorsque vous décidez de vous implanter. Quant à vous, monsieur Yvon, est-ce que, donc représentant vice-président corporate de FI Automotive, comment avez-vous anticipé cette stratégie d'implantation aux États-Unis et quels ont été les facteurs clés de votre réussite? Je sais pas s'il y a les slides. On peut passer les slides, effectivement. Elles sont dans la suite. Voilà. Donc FI Automotive est un équipementier automobile, société familiale indépendante, 1800 personnes. On est 700 auprès de Lyon et donc on est aux États-Unis, en Chine et on s'est développé aux États-Unis depuis 20 ans. Donc il y a 20 ans, de toute manière, en travaillant dans l'automobile, si on veut être un équipementier mondial, il fallait être aux États-Unis. Donc on a construit from scratch une usine. On a été, alors c'est pas en Atlanta, mais à côté, en Alabama, donc à Huntsville. La raison est exactement la même. Vous avez un couloir logistique qui va du nord au sud, qui passe par Atlanta et puis Huntsville. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le coût de la main-d'œuvre. En Alabama, on est à $13 de l'heure. Et puis le troisième point, c'est qu'on a énormément d'incentives quand on est au sud des États-Unis, bon, pour plein de raisons. Donc nous, on a été bien aidés pour s'implanter. Aujourd'hui, on est très content d'avoir cette implantation parce que ça nous permet d'être crédibles chez General Motors, Ford, qui sont ensuite des clients que nous avons en Chine, puisqu'on est implanté à Wuhan avec 500 personnes. J'ai oublié de dire, aux États-Unis, nous sommes 300. Donc General Motors et Ford sont nos premiers clients aux États-Unis. Et comme c'est des sociétés mondiales et importantes sur le côté asiatique, quelque part, ça alimente aussi notre business en Chine. Donc on ne peut pas ne pas être aux États-Unis. Après, en termes de produits, ce que l'on fait, alors oui, c'est peut-être pas là, c'est des produits mécatroniques. Donc c'est des capteurs électroniques embarqués, c'est des actionneurs avec du software embarqué. Et tu parlais de la recharge, c'est aussi maintenant des systèmes de recharge automatique pour les véhicules électriques. On a présenté ce sujet-là au CES de Las Vegas sur le stand Stellantis. Donc on est très actif sur ces sujets-là. Les États-Unis est pour nous un moyen... Enfin, on ne peut pas passer à côté des États-Unis pour se développer en tant qu'équipementier sur tous ces produits-là. Après, il y avait peut-être des questions. Alors, je ne veux pas reformuler ce que tu as dit. Je pense qu'il y a un potentiel, il y a des compétences en Alabama qui sont fortes, puisque c'est là où sont conçus les fusées de la NASA, enfin tous les ingénieurs qui font les drones et les fusées sont au centre des États-Unis, donc dans cet endroit-là. Donc vous avez des compétences fortes en mécatronique, en ingénierie. Vous avez des universités qui sont vraiment de très bon niveau. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est un écosystème qui est favorable à l'implantation aux États-Unis. Et je regarde si j'ai pas oublié de slide, mais en dehors de ça, donc EFI a plusieurs activités, donc un accélérateur de start-up, société dans le lighting, et celle sur laquelle on a des prévisions aux États-Unis, c'est EFI Charge, recharge automatique des voitures électriques pour le V2J. Voilà, merci.
Voilà nos implantations. Donc, aux États-Unis, donc on a bien sûr un centre commercial à Détroit. Il faut être présent chez les clients. Donc, nos Américains sont américains. On a aujourd'hui plus de Français là-bas. Hein. C'est vraiment que des équipes américaines. Et puis donc, on est à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et 115 personnes aux États-Unis. Voilà. Je propose de laisser la place aux questions parce que je vois le temps passer. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Effectivement. Alors peut-être en résumé, sur les zones géographiques d'implantation, ça c'est vraiment clé, savoir où on va aux États-Unis. Le marché, il faut considérer le marché américain comme un continent, à peu près comme l'Europe, même si le PIB est largement supérieur à l'Europe aujourd'hui. Et vous avez autant de bonnes solutions d'implantation que vous pouvez avoir finalement d'États américains. Il faut juste que ça soit le plus adapté à votre stratégie. Nous, on est en contact avec une vingtaine d'États américains qui ont tous des systèmes d'aide et qui réagissent tous de manière très forte pour attirer des investissements étrangers sur leur territoire. Peut-être le deuxième point, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour aller aux États-Unis. Il faut donc se préparer de manière forte. Vous avez dit 4 fois. Alors ça, c'est dans les géographies les plus chères, je pense. Nous, on est plutôt sur 2,5 par rapport à un business plan français. Mais en tout cas, vous voyez que c'est significativement plus cher et tout est plus cher. L'accès au réseau de distribution, la main-d'œuvre, évidemment. Et il faut avoir un mix d'Américains et de Français. Ça, c'est très clair. Donc, il faut bien étudier là où vous allez mettre des Français, là où vous allez avoir besoin d'Américains. Le problème, c'est que là où vous allez avoir besoin d'Américains, c'est généralement sur les sales. Parce que voilà, c'est difficile de vendre aux États-Unis quand on n'est pas américain, quand on n'est pas local. Et c'est là où il coûte le plus cher et c'est là où il bullshit le plus sur les CV. Donc vous ne savez pas ce que vous achetez en fait. Donc il faut faire des checks, il faut vraiment regarder tout ça de manière très précise. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui payaient des gens très très cher et qui s'apercevaient au bout de 6 mois qu'ils n'avaient pas l'ombre du carnet d'adresse qu'ils avaient vendu au départ. Donc ça c'est un vrai sujet. Ce qui coûte cher aussi, c'est la sécurisation du business. Et ça c'est absolument primordial, la manière de faire du business. En France, le contentieux ou le pré-contentieux est finalement le dernier recours une fois qu'on a essayé toutes les formes de négociation. Aux États-Unis, c'est la règle. Dès qu'il y a un problème, on va au contentieux finalement. Donc on envoie son avocat et ça coûte très cher. Bien protéger son IP aussi. On croit souvent que sur le CES, il faut beaucoup se méfier des Chinois, mais il faut aussi beaucoup se méfier des Américains, tout simplement. Et on est chez eux, et donc ils passent, ils prennent des photos, etc. Voilà. Et on a eu beaucoup de cas comme ça, et les recours sont assez difficiles si on ne sait pas bien protéger en amont. Et puis le dernier point qui est souvent négligé, mais vous en avez parlé, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut, même si on est en B2B, même si on est sur des sujets très industriels, même si on est en quasi-monopole sur le marché, parce que personne n'a l'équivalent de votre produit, il faut avoir une communication et particulièrement une stratégie de communication digitale en plus d'une présence physique sur le sol américain. Et ça, pour le coup, c'est souvent ignoré par les sociétés européennes. Donc nous, on fait beaucoup de travaux. J'ai 5 personnes dans mon équipe qui sont dédiées qu'à ça, c'est-à-dire à revoir la stratégie digitale, le site web, etc., de toutes les sociétés françaises qui viennent, parce que le mode de communication est différent et ça se joue en 5 minutes dès que vous contactez un prospect ou un client potentiel. Il faut communiquer à la mode américaine selon le mode de communication américain. Et vous verrez qu'après, finalement, ça vous permettra de réfléchir sur le mode de communication que vous avez partout ailleurs, y compris en Europe, et à vous améliorer aussi sur ces points-là. Et je rajouterais peut-être aussi un point, c'est l'importance, vous en avez parlé, de se faire accompagner, de ne pas se lancer seul sur ces marchés. Et c'est vrai qu'avec la team France Export, donc, qui est composée de Business France, BPI France, des chambres de commerce et d'industrie, vous avez tout un réseau de chargés d'affaires internationaux en région, mais aussi des équipes basées, que ce soit Frédéric pour Business France aux États-Unis, ou moi-même qui représente le bureau de BPI France à New York pour la zone États-Unis-Canada. Et on a toute une palette de solutions aussi à vous proposer pour sécuriser vos démarches de prospection avec des produits d'assurance prospection, des produits d'assurance change qui permettent pour les entrepreneurs français d'avoir des réponses assez compétitives à apporter en face des Américains avec le soutien de certains outils publics. Nous avons aussi des produits de financement, d'investissement, bref, toute une palette d'outils qui serait trop long de résumer aujourd'hui, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit dans vos régions ou directement sur les zones internationales pour qu'on puisse vous aider. On va peut-être passer aux différentes questions de la salle. Est-ce qu'il y a déjà... Oui.
Merci. Bonjour. Merci pour les présentations, vraiment impressive. Deux questions. Une sur l'IP. Donc jusqu'à maintenant, donc il y a eu la nécessité d'aller enregistrer son innovation localement dans chaque pays. Il y a des démarches en faveur de la standardisation de l'enregistrement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, en 2023, on veut enregistrer une innovation, on veut aller aux US. Est-ce qu'il faut aller à l'USPTO et en Europe, ou est-ce qu'il y a moyen d'harmoniser? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est concernant les levées de fonds. On sait que les US, c'est beaucoup plus cher. On sait que les levées de fonds sont beaucoup plus intéressantes aussi. Donc, pareil, donc BPI présente aux États-Unis, mais quid, si on compare le financement de BPI aux financements qui sont présents localement? Merci. Je vais peut-être dire quelques mots et puis ensuite vous passer la parole aussi. Sur la partie IP, moi je pense qu'il faut aussi aller au USPTO et le plus tôt possible. Ensuite, ça dépend évidemment des typologies de produits, des classes d'enregistrement, etc. On a un expert de l'INPI qui est basé à l'ambassade à Washington et avec lequel on peut creuser ce type de sujet pour avoir la réponse la plus adaptée finalement à vos produits et à vos besoins. Sur la partie levée de fonds, effectivement, la situation s'est fortement améliorée en Europe. Et Exotech en est un brillant exemple. Mais aujourd'hui, les fonds américains ne sont plus, je pense, ne doivent plus être considérés comme ils l'ont été il y a 20 ans, comme des fonds prédateurs qui venaient racheter des sociétés et des technologies et puis les rapatrier aux US. Aujourd'hui, ils ont bien compris l'intérêt d'une approche duale, c'est-à-dire financer des belles pépites françaises ou européennes, mettre des tickets qui sont évidemment minoritaires, et garder toute l'IP, la recherche et développement, etc., et le développement du marché européen en Europe, mais avoir une structure aussi forte aux US, locale, pour se développer sur le marché américain. Et on voit une recrudescence assez forte des fonds de private equity, de l'intérêt des fonds de private equity américains sur le marché européen. On avait des visites de fonds aussi prestigieux que Sequoia ou autres qui viennent maintenant régulièrement faire regarder ce qui se passe sur le marché français. Donc pour le coup, il faut aussi regarder ça. Et le fait d'avoir un gros fonds américain qui s'intéresse à vous, ça vous permet aussi d'intéresser davantage parfois les fonds français qui viennent en co-investissement avec ces fonds américains. Donc c'est effectivement un axe intéressant et ça permet de financer, vous avez compris que les coûts c'était entre 2,5 et 4 fois plus élevés qu'en France, donc ça permet de financer une approche résolument forte du marché local. Sur l'IP, je peux expliquer un peu. Au final, c'est un peu technique, mais c'est assez facile. Donc on peut poser le brevet en France et en Europe. Quand on le pose, ça aura valeur d'être le premier, d'être noté comme le premier dans le monde entier pendant 18 mois. Au bout de 18 mois, il y a une démarche qui s'appelle le PCT. Et là, on choisit si on l'étend ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller vite. Vous avez 18 mois. Au bout de 18 mois, si vous ne payez pas l'extension, vous ne serez pas protégé dans les autres régions. Par contre, au bout de 18 mois, si vous payez l'extension aux États-Unis, alors vous aurez la protection aux États-Unis avec la date du dépôt en France. Donc, un tout petit peu technique, mais relativement facile. Et du coup, on arrive en commençant tranquillement en Europe, où c'est plus facile pour le dépôt, c'est plus facile pour l'échange, c'est plus facile si jamais il y a du débat autour de votre brevet de le faire. Et une fois que ce débat a eu lieu, que le brevet est solidement posé, vous choisissez ou non 18 mois après de l'étendre. Donc je dirais que c'est pas trop compliqué. Non, je te rejoins. Alors, donc nous, dans les équipes, il y a des brevets déposés en Asie, en Europe, aux États-Unis. Quand on les dépose en France, de toute manière, on fait systématiquement les extensions PCT aux États-Unis et en Asie. Donc voilà. Et après, juste éventuellement un témoignage sur les levées de fonds. Donc nous, effectivement, on a des fonds français qui ont investi, on a la BPI qui a investi, et on a aussi des fonds américains. Donc notre dernière levée, c'était 350 millions de dollars. Donc je pense que maintenant, il y a une sorte de porosité où les fonds européens investissent aux États-Unis de la même façon que les fonds des États-Unis investissent en Europe. Comme vous le disiez, les fonds américains ont tendance à mettre la barre plus haut en termes de capacité d'investissement, et je pense que ça a eu l'influence, et maintenant, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu plus en Europe. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être né aux États-Unis pour recevoir des fonds qui viennent des États-Unis. Je pense qu'on en est
On en est un exemple. Et ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mode vous devez devenir une boîte américaine. Ce qui les intéresse, c'est qu'on se développe sur le marché américain. Mais le fait qu'on ait la technologie en France, je pense qu'ils sont conscients qu'en termes d'ingénierie, on a des meilleurs ingénieurs qui vont probablement être plus faciles à recruter, plus faciles à fidéliser en Europe que ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Frédéric, vous avez évoqué le fait de peut-être passer par le Canada pour ensuite aller aux États-Unis, mais concrètement, en quoi ça facilite l'implantation ultérieure aux États-Unis? D'une part, si vous êtes particulièrement en Ontario, c'est la même culture des affaires. Donc il y a une porosité très forte et une intégration nord-sud de la frontière finalement et des flux d'échanges inter-entreprises. Un composant automobile, on dit toujours qu'il peut traverser 17 fois la frontière entre l'Ontario et le Michigan avant d'être intégré dans la voiture finale. Donc les échanges sont extrêmement faciles et sont facilités par les chaînes d'intégration. Et puis il y a un certain nombre d'avantages qui ont été obtenus par le Canada au titre de l'ensemble des financements que j'ai évoqués. Et donc on peut aussi produire parfois au Canada et bénéficier des mêmes aides ou des mêmes dispositifs que si on était aux États-Unis. Donc pour le coup, il y a vraiment une intégration beaucoup plus forte du bloc États-Unis-Canada dans ce cadre-là. Peut-être un autre aspect, pour vendre, vous avez besoin d'avoir des références locales. Vous devez pouvoir montrer que votre technologie est déjà aux États-Unis pour vendre. Si c'est déjà en Europe, ça compte pas. Si c'est déjà au Canada, c'est comme si c'était aux États-Unis. Donc avoir une référence au Canada, en sales, vous pouvez l'utiliser à 100%. Et sachant que dans tout ça, le Québec est toujours un peu particulier. C'est pas complètement pareil que tout le reste du Canada, mais c'est pas du tout l'Europe non plus. Donc voilà, il faut. Mais c'est un bon tremplin pour les sociétés françaises, à condition de ne pas y rester parce qu'on y est confortable une fois qu'on a commencé de s'y développer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Éventuellement, j'en ai une pour Renault. On est un sous-traitant dans la mécanique dans l'Est de la France, société Strait. On est en contact avec votre société à Lille depuis 2 années. On regarde pour vous aider à développer autrement les composants que vous utilisez dans votre Skyboat, c'est ça? Skypod. Skypod, merci. C'est pas moi qui vous suis. Hein. Et la question, c'est là où vous démarrez aux États-Unis, est-ce que demain vous attendez des fournisseurs locaux également pour répondre à votre croissance, ou est-ce que vous allez utiliser les fournisseurs que vous aurez développés en Europe ces dernières années et ces prochaines années encore? Alors, c'est des questions un peu au cas par cas. Ce qui est le cœur de notre technologie, on le garde en Europe, aussi bien d'un point de vue R&D que d'un point de vue manufacturing. Donc, ce qui est au centre du robot, ça, je pense que ça va continuer à être fait en Europe et du coup avec des partenaires européens. En revanche, on a des éléments qui sont un peu moins core en termes de technologie et parfois un peu plus volumineux, tout bêtement, en termes de transport. Et là, on a un vrai intérêt à le faire localement. Donc ça va être un mix entre le cœur qui reste en Europe et les composants, je dirais, un petit peu plus périphériques, un petit peu plus volumineux, sur lesquels on fait déjà des partenariats aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous faites de l'industrie, la part du Mexique aussi est super importante, même en termes de compétences. Je pensais au Mexique parce qu'on a un site là-bas aussi. Je me suis dit ça peut peut-être permettre d'alimenter Atlanta. Ouais, les meilleures compétences, souvent en termes industriels, y compris dans les ingénieurs, qualité, manufacturing, supply, se trouvent beaucoup plus au Mexique qu'aux États-Unis. Donc oui, ça va être des fournisseurs, je dirais, locaux entre Canada, US et Mexique sur lesquels on bâtit les produits qu'on manufacture là-bas. Merci. Pas d'autres questions? Encore 4 minutes si vous voulez. Ah. Oui, et une autre question sur le lobbying à DC. Donc, vous avez évoqué donc, la présence d'un représentant de l'INI à DC, donc à l'ambassade. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc, quels sont les types d'aides qu'on pourrait espérer trouver à l'ambassade de France à Washington? Alors, ça, c'est pas du lobbying, ça c'est un représentant de l'Institut national de la propriété industrielle française qui gère les relations bilatérales avec le USPTO et qui conseille les entreprises sur les enregistrements. En type d'aide, nous on fait pas de lobbying, hein, et l'ambassade à Washington non plus. Mais en gros, vous avez à Washington une grosse ambassade de France avec ce qu'on appelle un service économique régional qui lui va essayer de vous ouvrir des portes sur tout ce qui concerne l'institutionnel fédéral américain.
C'est leurs contacts principaux, c'est eux qui gèrent les visites ministérielles, les relations institutionnelles bilatérales, etc. au niveau économique. Dans le cadre européen également, en concertation avec nos homologues européens. Eux, ils sont présents à Washington, à New York, avec un bureau qui suit plutôt la place financière de New York. Et on voit qu'il y a de plus en plus de cotations de nouvelles IPO qui sont en train de sortir sur le Nasdaq et sur le NYSE, y compris quelques boîtes françaises qui se cotent maintenant sur le Nasdaq. Et puis, ils ont un correspondant sur la côte ouest. Ensuite, il y a Business France, donc, que je dirige, qui est basé à New York et dans 5 autres villes américaines et 2 villes au Canada. Et nous, on fournit un soutien beaucoup plus opérationnel pour le développement des entreprises françaises localement. Donc, on accompagne à peu près 1200 entreprises françaises chaque année, plutôt PME, start-up, quelques ETI également, puisque les grands groupes sont déjà présents depuis longtemps. Et on a une organisation purement sectorielle, donc avec 5 grands verticaux sectoriels, dont un vertical industrie, transport, infrastructure, qui est dirigé depuis San Francisco, mais avec des collaborateurs qui sont basés dans l'ensemble des destinations. Voilà. Et puis ensuite, vous avez tout autour du dispositif public stricto sensu, des opérateurs publics ou semi-privés. Donc je vois Alice qui est là, donc il y a un très beau réseau de communautés French Tech sur l'ensemble des États-Unis et sur le Canada. Donc il y a 2 communautés au Canada et 14, je crois, maintenant aux États-Unis. 11. Voilà, 11 aux États-Unis. La dernière, c'est Denver, qui vient d'être créée. Elles sont très actives à New York, à San Francisco, à Atlanta notamment, etc. Vous avez les consuls généraux qui sont assez importants aussi aux États-Unis parce qu'il y en a 10. Plus 5 au Canada et ils rencontrent beaucoup de monde dans la sphère économique, on travaille beaucoup avec eux, c'est des avocats de la France évidemment de par leur fonction. Vous avez les chambres de commerce franco-américaines, là avec un réseau de 17 chambres sur l'ensemble des États-Unis, donc vous voyez c'est aussi très gros. Et puis vous avez, il ne faut pas les oublier, on travaille beaucoup avec eux, les conseillers du commerce extérieur de la France. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, peut-être que certains d'entre vous le sont. C'est des Français qui sont établis aux États-Unis depuis de nombreuses années, qui travaillent soit pour des entreprises françaises, soit qui ont monté leur boîte localement, mais qui connaissent très bien l'écosystème local. Et ils sont 450 aux États-Unis, c'est la plus grosse communauté mondiale. Il y a mais déjà 120 à New York. Et on va chercher de la compétence chez eux et du conseil et du mentorat quand on a des problématiques de nouvelles sociétés qui arrivent sur le marché. Donc on peut aussi vous mettre en relation avec ces conseillers qui vont travailler dans des grands groupes ou des consultants ou autres et qui vont donner un peu de leur temps gratuitement pour vous donner quelques conseils. Voilà. Et puis évidemment la BPI France, mais là on n'a pas besoin de les citer, on est chez eux aujourd'hui. Et Valentin est chez moi à New York par contre. Voilà. Ben, un grand merci à tous. Et puis le mot de la fin, c'est peut-être celui d'un écrivain américain, Dos Passos. Je ne sais pas si vous avez lu Manhattan Transfer, mais il dit « Quand on réussit aux États-Unis, on ne réussit pas à moitié ». Donc on vous le souhaite. Merci beaucoup.